Je voudrais remercier beaucoup professeur Rousseau d'être venu nous retrouver aujourd'hui au Collège de France. Federica Rousseau est professeure de philosophie des sciences et techniques à l'Université libre d'Amsterdam. Elle a occupé de nombreuses fonctions dans différentes universités européennes, à l'université de Ferrara, de l'université du Kent, à l'université libre de Bruxelles, l'université catholique de Louvain-la-Neuve, à la London School of Economics. C'est une des éminentes spécialistes de cette problématique extrêmement complexe de la causalité. Elle a écrit un très grand nombre d'articles ainsi que différents livres, dont au moins un, j'ai vu, a été traduit en français, mais il y en a d'autres. Un livre qui s'appelle « La limite de la connaissance en sciences sociales ». Le professeur Rousseau a accepté de nous parler et de nous présenter sa vision de la causalité ou du pluralisme de la causalité en santé publique. Et je lui laisse la parole sans plus attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, René Slava, pour cette invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être ici à présenter une partie de mes recherches dans le domaine de la causalité en philosophie. Pour moi, c'est aussi l'occasion pour montrer que la philosophie a quelque chose d'intéressant et peut-être d'utile à dire en dialogue avec la science, mais à vous de juger à la fin de mon exposé si effectivement cela est le cas. Donc, en fait, je vais commencer par problématiser un peu comment on peut poser des questions autour de la causalité et comment rendre la philosophie des sciences pertinente pour la science et dans des contextes de décision tels que la santé publique. Je n'aurai pas le temps de faire une longue histoire de la philosophie de la causalité, de l'histoire de la causalité. Et j'irai tout de suite, on va dire, à la conclusion qui est celle de soutenir une approche pluraliste à la causalité. Et cela, en gros, ne veut pas dire que tout est admis, mais cela veut dire qu'il faut bien choisir ces questions par rapport à des problèmes scientifiques posés. Et il faut les bien identifier. Et dans la deuxième partie de l'exposé, je vais plutôt me pencher dans des contextes de santé publique. Je vais identifier 6 défis qui, à mon avis, se posent dans ces contextes et je vais essayer d'argumenter pourquoi une approche pluraliste à la causalité et à l'evidence. Je sais que c'est un mot horrible en français, evidence. Parfois, c'est peut-être utiliser preuve, mais bon, je vais utiliser evidence parce que c'est un peu ce qui rassemble tout un cadre conceptuel qui est discuté dans les débats. Et donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi ces approches pluralistes à la causalité et à l'évidence peuvent aider à rendre compte de ces problèmes. Et donc voilà, je vais commencer avec la question de comment poser la question philosophique autour de la causalité. Clairement, la causalité est un concept clé. C'est un concept clé dans des contextes ordinaires. On prononce des énoncés causales tout le temps. Si j'avais entendu mon réveil, j'aurais pas raté mon train. Si j'appuie sur les boutons, la lumière s'allume ou s'éteint, etc. C'est comme ça que les enfants apprennent à se promener un peu dans le monde et c'est comme ça qu'on fait tout le temps nous-mêmes des projections dans le quotidien. C'est aussi un concept clé dans nombre de contextes scientifiques. Les premiers exemples que je vous mets, évidemment, c'est controversé parce que très peu de scientifiques en sciences sociales vont utiliser les mots cause en sens fort. Mais si on s'intéresse aux relations entre, par exemple, pauvreté et délinquance, c'est clair qu'on a intérêt à comprendre un peu s'il y a une relation causale quelconque et quel type de causalité c'est. Voilà un exemple tout récent. Évidemment, il y a une relation causale entre les SARS-CoV-2 et des difficultés respiratoires. C'est un énoncé causal. Vous allez en trouver partout, en physique, dans les sciences biomédicales, dans les sciences sociales, en psychologie, même en statistique, même si les statisticiens vont vous dire association n'est pas causalité, ça c'est les dogmes, c'est les mantres
que tout le monde va vous dire, en fait, la question se pose. Le point n'est pas de dire qu'on sait toujours établir des relations causales, mais on se pose la question de la causalité. Et pour finir, dans des contextes de décision comme la santé publique, comme des politiques socio-économiques, etc., c'est tout le temps aussi des questions causales. Qu'est-ce que cela va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente les impôts sur les tabacs? Est-ce que les nombres de décès vont diminuer, par exemple? Question. Qu'est-ce qui va se passer avec des cas de Covid si je fais une fermeture d'école pendant 2 semaines? Voilà, c'est encore une fois des questions de nature causale. Alors ça, c'est pour vous donner l'ampleur du débat. C'est vraiment très compliqué de démêler la signification des causalités dans tous ces contextes, mais c'est justement pour cela que je les ai mis tous sur une diapo, pour vous montrer qu'en fait, la question se pose pratiquement partout. Maintenant, je n'ai pas dit un mot sur ce que c'est effectivement la causalité. Et c'est là que la philosophie a eu beaucoup à dire. Là, je vous ai mis quelques images. Peut-être vous reconnaissez Aristote, Francis Bacon, David Hume, Bertrand Russell. Alors là, évidemment, c'est un choix pas assez divers comme la politique aujourd'hui les voudrait. Mais ça, c'est juste pour dire que la pensée philosophique, et là, je parle au moins de la pensée occidentale, depuis les Grecs et même peut-être avant les Grecs, a toujours posé la question de la causalité. Il y a eu des forts changements au niveau de la conceptualisation, au moins au niveau autant de la révolution scientifique. Il y a un gros trou dans l'histoire de la causalité, ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Donc, c'est pour ça que je n'en parle pas. Il y a quelqu'un quand même qui dit, là, il faudrait creuser beaucoup plus les auteurs de cette époque-là. Mais du point de vue, on va dire, de la philosophie et de la science ensemble, c'est clair que la révolution scientifique a changé énormément la manière dont on pense la causalité. Une raison étant qu'on a commencé à manipuler la nature, pas de la même manière dont on le faisait avant. Et puis, au fil du temps, on a toujours eu des hauts et des bas. Et là, j'ai cité Russell, justement, parce que c'était lui qui, à un moment donné, au début du siècle passé, il a dit le concept de causalité, il est pernicieux, il est dangereux, comme la monarchie. Il y a une phrase célèbre de Russell. Mais en fait, sa projection était qu'on aurait abandonné les concepts de causalité. Et en fait, sa projection était erronée. On n'a pas abandonné les concept de causalité, c'est toujours utilisé, ça reste central dans des contextes quotidiens, dans des contextes scientifiques et dans des contextes de décision. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'en fait, il y a une formulation de la question qui revient tout le temps. Et la question est, qu'est-ce que la causalité ? Les anglophones distinguent parfois entre causation et causality. Ça ne va pas nous concerner, cette distinction subtile. Donc, qu'est-ce que la causalité et qu'est-ce qu'une cause? C'est ça un peu qu'on a ciblé comme la question philosophique par excellence. Et c'est en fait cette manière de poser la question que je vais remettre en question en premier lieu. Alors, en 2014, j'ai publié un livre avec Phyllis Hilary, un livre intitulé Causalité, comment la théorisation de la causalité va à la rencontre de la pratique scientifique. Et en fait, le but du livre, c'était de montrer combien d'approches sont disponibles en philosophie, mais pas seulement en philosophie, aussi en sciences, et de dire qu'il n'y a pas qu'une question de causalité, il y en a plusieurs. Pourquoi est-ce qu'on a fait cet exercice? D'une part parce qu'on ne voulait pas jouer au jeu qui est très cher aux philosophes. Moi, j'ai raison, toi, tu as tort. Voilà, j'ai résolu tous les problèmes. Et vous, je ne sais pas, allez vous inventer un nouveau concept. Ce n'était pas ce genre de jeux qu'on voulait jouer. Mais on voulait vraiment rendre compte d'une entreprise intellectuelle qui a duré beaucoup de temps et avec beaucoup de problématiques au niveau de la conceptualisation et d'accrocher la conceptualisation à la pratique scientifique. Et donc,
j'ai évoqué tout à l'heure une très courte et très lacuneuse histoire de la philosophie de la causalité. Voilà, on voulait comprendre comment ça s'est fait que malgré tout, on se pose encore la question de la causalité. Eh bien, c'est central et il faut essayer de comprendre pourquoi à un certain moment, on a eu des hauts et des bas, par exemple. Mais il y a encore une autre raison. Et c'est qu'en fait, en philosophie de la causalité, ce qu'on a observé au cours de, je vais dire, dernières 15 à 20 années, c'est une expansion des champs d'application. Et là, j'ai en tête surtout la philosophie des sciences contemporaines, donc d'après l'empirisme logique, c'était la physique. Donc, on s'intéressait davantage à la causalité en physique. Mais au fur et à mesure, on a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce que serait la causalité dans les sciences sociales ou en économie et en médecine et même en épidémiologie? Donc, en fait, les philosophes ont réussi quelque part à se détacher d'une pensée unique. Donc, c'est la physique, la reine des sciences, et s'il y a un concept de causalité, ça doit être les concepts des physiciens, et tout le reste doit suivre comme si on devrait juste s'adapter et essayer d'imiter la reine des sciences. Donc ça, effectivement, on l'a abandonné, et on a vraiment diversifié les types de questions ou les applications auxquelles on a regardé. Et en même temps, il y a eu aussi un autre tournant. Donc, ce n'était pas seulement les types de sciences auxquelles on s'intéresse, mais aussi de se poser des questions d'usage. Donc, pas seulement la connaissance causale, mais qu'est-ce que j'en fais avec cette connaissance causale? Alors, avec un peu ce genre de vue d'ensemble, on est arrivé à la conclusion qu'il faut avoir une approche pluraliste à la causalité. Ce n'est pas utile de continuer avec la unique question de la causalité à la chasse d'un concept qui devrait faire l'affaire en physique, en biologie, en médecine, dans les contextes cliniques ou n'importe. Non. Donc l'idée de base du pluralisme causal, c'est que la causalité ne peut pas être réduite à un seul concept, mais qu'elle doit être analysée par plusieurs concepts. L'approche n'est pas seulement descriptive pour dire on va dire dans les marchés un certain nombre de concepts. L'approche est bien normative. On doit essayer d'être pluraliste. Alors, comment est-ce qu'on va être pluraliste? Si vous voulez, dans les questions, je peux revenir sur les différentes manières d'être pluraliste. Mais nous, on a choisi une manière spécifique. Et c'était celle de distinguer des questions philosophiques et des problèmes scientifiques par rapport à la causalité. Et on en a identifié au moins 5 pour chaque côté. Les voici. Donc, du point de vue philosophique, on peut distinguer au moins les questions suivantes: métaphysique, sémantique, épistémologie, méthodologie et usage. Alors, la métaphysique, c'est vraiment de se demander la nature de la causalité et la nature des causes. La sémantique, c'est de se poser la question de la signification dans un contexte, des langages, dans un contexte de langage ordinaire, par exemple, mais aussi dans un contexte de langage scientifique. L'épistémologie et la méthodologie, pour moi, elles sont très proches. Mais l'épistémologie va nous donner des notions qui guident le raisonnement causal. Et la méthodologie va nous donner des méthodes pour établir si A cause B ou combien, dans quelle mesure A cause B. Et des questions d'usage, on les met dans les questions philosophiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire si on a ou on n'a pas assez de connaissances causales? Les questions d'usage, on les met dans les questions philosophiques parce qu'elles sont strictement liées à des questions méthodologiques, métaphysiques et épistémologiques, bien sûr. Du point de vue scientifique, on a distingué au moins les 5 problèmes suivants. Inférence, c'est le problème le plus général. Toutes les sciences sont concernées par l'inférence. Mais une inférence particulière, c'est la prédiction. Et c'est pour ça qu'on la met en séparé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre si A cause ou ne cause pas B? Et ça, c'est très différent de l'explication. Expliquer, c'est vraiment donner les comment
une cause cause son effet, A cause B. Et il y a des questions de contrôle. On peut penser au contrôle expérimental. Qu'est-ce qui va se passer si je garde bien fixe certains paramètres dans mon labo et puis je vais voir comment le reste bouge, mais aussi dans des contextes d'intervention politique. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaye de faire bouger un certain élément et voir garder fixe d'autres, etc. Et les raisonnements, on l'a mis dans des problèmes scientifiques comme les problèmes plus généraux concernant la causalité. Et là, en fait, on peut imaginer qu'il y ait des types de raisonnements causaux fort différents selon qu'on est dans des contextes observationnels, expérimentaux, de décision, etc. Alors, la première partie de l'exercice qu'on a fait, c'était vraiment de distinguer ces questions et ces problèmes. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont tout à fait indépendantes. Elles ne le sont pas. Certainement, les questions philosophiques, elles ont des connexions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles convergent pour nous dire quelque chose sur des questions d'usage. Alors, je ne vais pas détailler toutes les relations qui sont entre ces types de questions, mais ça c'est pour vous dire que l'exercice conceptuel à faire en premier lieu, c'est d'être clair par rapport au type de questions que l'on se pose. Et puis de dire de manière collégiale avec personnes qui ont des intérêts quelque peu différent, comment est-ce que ma réponse à la question métaphysique, par exemple, aurait un impact sur la méthodologie ou sur l'épistémologie, ou au contraire, si j'adopte une certaine épistémologie, quelle serait la méthodologie qui devrait suivre et comment cela va nous permettre d'inférer comment utiliser ou ne pas utiliser la connaissance. Alors, avec ces préambules, j'arrive à l'idée du mosaïque causal, et c'était vraiment ça qu'on a défendu dans les livres. Qu'est-ce que c'est un mosaïque causal? Alors, tout d'abord, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'inventorier toute une série d'approches présentes dans la littérature. Je n'ai mis quelques-uns là. Cause nécessaire et suffisant, niveau de causalité, individu-population par exemple, type de evidence, causalité probabiliste, contrefactuelle, qui sont fort utilisés en sciences, mais il y a aussi toute une approche philosophique des contrefactuels, approche basée sur les notions de manipulation et invariance, approche basée sur la notion des processus, par exemple le processus physique ou des mécanismes, comme un mécanisme biochimique, approche basée sur les concepts d'information ou de disposition, capacité, pouvoir, très métaphysique. Des approches fort techniques basées sur les concepts de l'exogénité qui vient par exemple de l'économétrie ou des Simpson paradoxes qui vient de la statistique, régularité, variation, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Et pour vous dire, il n'y a aucun consensus, il n'y en a aucun. Vraiment aucun. Alors nous, on s'est dit, il ne faut pas chercher de nouveau à trouver le concept qui va faire l'affaire. Il faut se dire comment est-ce qu'on doit mettre ces concepts à côté les uns les autres en choisissant d'une part la question philosophique qu'on se pose et le problème scientifique que l'on se pose. Et évidemment, la combinaison des deux est importante et ça peut fort changer d'un contexte scientifique à l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est un mosaïque causal d'après nous? Comme la métaphore le suggère, les mosaïques, c'est une figure qui est faite à partir des fragments. Ces fragments ont un rôle. Et donc, suivant les rôles qu'on veut donner à ces fragments, on doit les placer plus à droite, plus à gauche, plus en haut, plus en bas, et sachant qu'ils sont toujours en relation avec d'autres fragments. Pourquoi est-ce que cela est important pour nous? Parce que cela nous permet de rendre compte du fait que les physiciens raisonnent sur la causalité d'une manière, les épidémiologistes
d'une autre manière et les économètres d'une autre manière. Et que donc il y a une question de perspective qui est importante et qui doit être respectée. De nouveau, cela ne veut pas dire qu'on admet tout et n'importe quoi. Cela veut dire que si on veut faire de la philosophie de la causalité assez proche de la pratique scientifique, la première chose à faire, c'est vraiment de s'approcher à la pratique scientifique. Comment? Voilà la réponse. En regardant exactement quel type de problèmes scientifiques on se pose et quel type de questions philosophiques on doit coupler avec ces problèmes. Les mosaïques causaux, à notre sens, sont dynamiques. Alors, tout à l'heure, Rémi Slama a évoqué John Snow, qui avait fait une étude remarquable à son époque et que peut-être aujourd'hui, nous, on ferait de manière différente. Est-ce que John Snow avait tort? Non, il avait raison à son temps. Donc, c'est aussi ce dynamisme qu'on doit essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on garde au fur et à mesure que la méthodologie évolue et qu'est-ce qu'on doit abandonner parce que voilà, c'est passé et ça n'a plus d'utilité dans les contextes actuels. Alors, j'espère que cela commence à vous donner une idée des types de pluralisme qu'on a soutenu par rapport à la causalité. Mais qu'est-ce que cela vient faire dans des contextes de santé publique? Alors, je suis arrivée à la santé publique, je dirais, par la biomédecine et l'épidémiologie, et avant ça, par les sciences sociales. Et ce qui me paraît fort intéressant, c'est la connexion entre générer de la connaissance et prendre des décisions. Cela n'est pas du tout facile, on l'a vu aujourd'hui, c'est sûr que vous l'avez vu au fil des leçons précédentes. Alors, j'ai identifié au moins 6 défis de type causal qu'on peut se poser en santé publique. Le premier, c'est ce que j'appelle la narration causale. Donc, le problème, c'est de choisir la meilleure manière d'expliquer santé-maladie et donc d'intervenir. Ce qui est en jeu là, c'est par exemple de distinguer des chemins directs et indirects. Ça me paraît assez évident que la question est causale de manière intrinsèque. Le deuxième défi, c'est les niveaux d'agrégation. Donc, identifier les bons ou les meilleurs niveaux d'intervention, par exemple chez l'individuel ou au niveau de la population, en passant par différents types d'agrégation. Par exemple, est-ce que c'est le contexte scolaire par des classes et une école ou bien tout en une formation, ou bien est-ce qu'on doit s'intéresser à l'agrégation des familles dans un village, dans la ville, ou pour finir à la nation entière. Et on peut imaginer énormément de types d'agrégation différents selon les contextes. Un autre défi, c'est celui de choisir les bons facteurs. Alors, est-ce qu'on va cibler, par exemple, des facteurs biologiques ou biochimiques de santé et maladie, ou est-ce qu'on va cibler des facteurs de type socio-économique? Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bien qu'il y ait une très longue tradition en épidémiologie sociale et en sociologie de la médecine, cela n'est pas du tout évident de considérer les facteurs sociaux comme des vraies causes. Et c'est là que, par exemple, vous commencez à voir la connexion entre la méthodologie et la métaphysique. Si j'ai une conception réductionniste de la causalité, où ça doit aller toujours vers quelque chose de très matériel, j'aurais vraiment du mal à justifier l'existence, enfin, de justifier que les facteurs socio-économiques, c'est des vraies causes. Mais c'est pour ça que je le mets comme un défi. Un autre défi, c'est de jongler avec les notions des causes et des risques. On l'a vu aussi tout à l'heure. Évidemment, il y a des frontières très faibles entre les deux concepts et souvent, ce qui est en jeu, c'est de rendre actionable l'un ou l'autre. Donc, on peut bien avoir de la connaissance des risques et peut-être même des causes, mais après la question se pose, est-ce qu'on peut intervenir
sur ces causes. Vous avez entendu beaucoup parler de l'exposome. L'exposome, pour moi, c'est un des champs paradigmatiques pour ça. On a compris énormément par rapport à l'étiologie des santé et maladies. La question qui se pose tout de suite après, c'est comment est-ce que je peux intervenir sur ces facteurs? Très souvent, on ne pourra pas intervenir directement sur les facteurs identifiés comme étiologiques par l'approche exposome. Un autre défi, c'est celui du pluralisme de l'évidence. On l'a vu aussi tout à l'heure. Souvent, on a de l'évidence qui vient des études, on va dire, statistiques pour faire court, mais il y a aussi de l'évidence qui vient des études sur les mécanismes. Comment est-ce que les intègre? Comment est-ce qu'on doit juger la qualité de ces types différents d'évidence? Et pour finir, ce n'est pas parce que c'est les derniers les moins importants, mais parce qu'à mon avis, ça découle un peu de tout ce qui précède, c'est le défi de relier la causalité à des normes de type éthique, politique et morale. Et alors, il y a évidemment une grande tradition qui dit que la science est value-laden. Ça, on l'accepte, mais ce n'est pas seulement ça. L'idée ici, c'est de comprendre dans quelle mesure ou comment nos concepts scientifiques sont eux-mêmes porteurs des valeurs. Et vers la fin, je vais revenir sur ce point. Alors évidemment, je n'aurai pas le temps de détailler tous ces défis, et je vais me concentrer sur le cinquième, celui du pluralisme de l'évidence, parce qu'évidemment, il est couplé, je veux dire, avec le pluralisme de la causalité, de la manière que je vais essayer de vous expliquer tout de suite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que cette idée du pluralisme de l'évidence? Alors là, en fait, déjà, on fait un petit déplacement. Tout à l'heure, on s'est dit, qu'est-ce que la causalité? Il faut détailler des questions différentes. Et là, on s'est dit, on ne va pas aborder la causalité de manière directe, on va aborder la question de quelles sont les preuves ou quelle est l'évidence pour une relation causale. Alors là, je vous mets l'énonciation plus simple que je puisse vous donner du pluralisme de l'évidence, et c'est que normalement, on a besoin au moins d'évidence, de corrélations et évidence d'un mécanisme afin de pouvoir établir la causalité. Alors là, je vais mettre en quelques bémols. Tout d'abord, ça c'est une thèse qui relève de l'épistémologie et de la méthodologie. La question est de savoir comment établir si A cause B ayant des preuves ou des évidences de corrélation, des évidences de mécanismes. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir le magic bullet, le foolproof approach, la solution magique au problème. Là, la question très difficile est de comprendre qu'on a besoin un peu de corrélation, un peu de mécanismes, afin d'expliquer de quelque manière la relation santé-maladie par rapport à l'exposition et de détailler de combien on en a besoin. Et c'est pour ça qu'on a tous ces somme, quelque peu de ça. Et pour revenir à la relation entre les questions philosophiques que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas une thèse philosophique, ce n'est pas une réduction de la causalité à la corrélation ou au mécanisme, ou de dire c'est la somme des deux. Ça relève vraiment de comment on doit raisonner et de quelle méthodologie on doit mettre en place, et que donc, sur la base des résultats obtenus, qu'est-ce qu'on peut en conclure, par exemple, pour des contextes de décision. Vous voyez un peu comment déjà avoir des questions philosophiques différentes aide à cadrer l'état de la question et, par exemple, du pourquoi on aurait besoin de plus d'évidence ou de types d'évidence au lieu que moins. Mais comment est-ce que je vais expliquer le pluralisme de l'évidence d'une autre manière? Approche dominante en médecine, pour le moment, c'est l'evidence-based medicine. Ce que je propose là, ce n'est pas une critique
à l'evidence-based medicine, mais c'est de montrer certains points de différence. Alors, d'une part, l'evidence-based medicine a adopté des hiérarchies de evidence et des méthodes pour évaluer la qualité des études, surtout les méta-analyses et les études randomisées. Et même si ils ont adopté un grade system qui est un peu plus nuancé et qui admet un peu de considérer evidence des mécanismes, finalement, on revient toujours à la même idée. Et notamment que les preuves de corrélation, les études statistiques, pour faire court, sont considérées étant supérieures à tous les autres, aux études observationnelles, aux cas, au-dessus des cas, toutes les études expérimentales, il y a une hiérarchie qui est normalement suivie. Et donc, la evidence qui vient des études sur les mécanismes est en général mise vraiment en dernier lieu, tout au fond de la pyramide, parce qu'elle n'est pas assez fiable comme une étude randomisée. Le pluralisme de l'évidence, en revanche, ce qu'il fait, c'est de rejeter ces hiérarchies strictes. Et que donc, on a besoin d'une pluralité d'approches, des méthodes pour générer les evidences et pour l'évaluer. Et que donc, on doit comprendre ce qu'on peut en tirer des études différentes telles que les études randomisées, des études qualitatives, observationnelles quantitatives, even the case report, enfin, vous allez mettre dans les paniers tout ce qui est là. Évidemment, ils n'auront pas tous les mêmes poids, mais justement, la question est de comprendre les poids que ces types d'études différents ont pour en tirer une conclusion. Et une contribution majeure de l'approche qu'on a développée, c'est aussi de pouvoir dire comment évaluer la qualité de l'évidence des mécanismes des études expérimentales. Parce que ça, c'est effectivement, il faut être d'accord avec la evidence-based medicine. On avait un problème avec la qualité. Evidence-based medicine a fait énormément d'efforts pour nous donner des idées de comment évaluer la qualité d'une étude randomisée, mais on avait en comparaison, beaucoup moins d'éléments pour évaluer la qualité des études expérimentales. Et là, on a fait un peu un pas dans cette direction. Alors, qu'est-ce que cela vient faire avec des questions de santé publique ? La manière la plus simple que j'ai d'expliquer cette idée d'évidence, de corrélation et des mécanismes, c'est par l'idée suivante. L'idée de l'évidence de corrélation nous donnerait de la connaissance, par exemple, que fumer cause les cancers. Et les mécanismes nous vont donner de la connaissance du comment. Et la question, c'est d'articuler ces que et ces comment ensemble. Pourquoi est-ce que cela est pertinent dans des contextes de santé publique? Eh bien, c'est pour la raison suivante. Parce que, en sachant certains aspects du que et du comment, alors on pourrait mieux là, je n'ai vraiment pas les mots en français, mieux design les interventions en santé publique à différents niveaux. Et ça, c'était les défis 2 et 3 que j'évoquais tout à l'heure, donc par rapport au niveau d'agrégation et par type de facteur causal. Et donc, si je m'intéresse à la partie que, donc si A cause B, donc qu'il y a une corrélation, est-ce que je vais par exemple entamer des interventions pour toute la population? C'est ce que j'ai fait quand on augmente les impôts du tabac. C'est exactement ce qu'on a fait au début quand on a imposé un confinement pour toute la population. On va les appeler des blanket policy, pour tout le monde, juste parce qu'il y a une corrélation. Mais du moment où on commence à détailler les comment, on peut commencer à s'interroger à quel type d'intervention ciblée on pourrait mettre en place. Par exemple, est-ce qu'on devrait cibler certains groupes dans des écoles pour essayer de sensibiliser qu'il ne faudrait pas fumer? Est-ce qu'on va cibler les femmes enceintes? Est-ce qu'on va cibler des environnements de travail spécifiques
pourquoi est-ce qu'on les cible et pourquoi on les cible de la manière dont on l'imagine. C'est ça l'intérêt de raisonner sur les mécanismes. Et ça va de soi que quand je parle de mécanismes, je ne parle pas que de mécanismes biochimiques, je parle de mécanismes biologiques. Enfin, c'est une approche élargie. Et alors, vous voyez déjà l'intérêt à relier des questions d'épistémologie, méthodologie à des questions de métaphysique. Là, l'approche devient normative contre une vue réductionniste de la causalité, parce que sinon, je n'aurais pas assez de bonnes raisons, par exemple, de cibler des mécanismes socio-économiques d'une certaine manière et d'un certain groupe. Alors, les grands problèmes, évidemment, c'est combien de ce que et comment on a besoin pour avoir des bonnes interventions. Alors, il est clair que dans le monde idéal, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on avait une connaissance complète, on pourrait faire ceci et cela. On n'a pas cette connaissance complète, on ne l'aura jamais. Et donc, la question se pose de comment adapter la quantité, je vais dire, du que et du comment par rapport à des contextes réels. Sachant aussi que très souvent, on doit commencer à intervenir sur la base du que et très peu du comment. C'était le cas quand on a commencé avec les stratégies de confinement dans la pandémie Covid, mais ce n'était pas le premier cas en santé publique où on a commencé en faisant quelque chose, ne comprenant pas tout à fait les mécanismes. Est-ce que cela veut dire que les questions des mécanismes sont moins importantes? Non, ça veut dire que si on base des décisions plus sur les que et moins sur les comment, c'est par exemple par l'état actuel, ou bien c'est parce que les types d'intervention nous permettent, si vous voulez, par une analyse des coûts-bénéfices ou des précautions, qu'il faut intervenir tout de même. Il y a dans la littérature, il y a tout un débat sur des cas fameux en histoire des sciences, en histoire de la médecine, de comment on a articulé ces que et ce comment, et si c'était la bonne décision ou pas. Si vous voulez ça, on peut revenir dans les questions tout à l'heure. Alors, je reviens un peu au pluralisme causal pour essayer de relier les deux, parce que sinon j'ai l'impression qu'ils deviennent un peu trop séparés. Donc, pourquoi est-ce qu'une vue pluraliste à la causalité donc, pourrait aider dans les processus des interventions? Pour la raison suivante. Parce que on doit distinguer les deux questions suivantes. Donc, d'une part, des questions d'explication et de contrôle. Et donc, combien on doit réellement connaître de la population cible pour intervenir de manière correcte. Et puis, il y a des questions d'inférence et prédiction. Est-ce que c'est vraisemblable que si j'ai fait ceci et cela, alors j'obtiendrai les résultats souhaités? De nouveau, les questions sont reliées, mais les questions sont aussi distinctes. C'est pour ça que le pluralisme causal vient à l'aide ici, parce que si on les distingue, on peut améliorer d'une part, les processus de génération et d'évaluation de l'évidence disponible. On peut améliorer aussi les designs des interventions parce qu'on aura davantage de clarté si on a suffisamment d'éléments pour expliquer ou pas, par exemple, ou pourquoi on intervient même si on n'a pas assez d'explications. Et je voudrais aussi suggérer, peut-être ça c'est du wishful thinking, vous allez me dire, à mon avis, et ça pourrait aussi améliorer la communication entre les experts, mais aussi entre les experts, les décideurs et les publics. Parce que si on pouvait expliquer de manière plus claire sur quelle base on décide une intervention plutôt qu'une autre, y compris, admettons qu'on n'a pas assez du comment, mais néanmoins, on a assez d'éléments de que pour intervenir, moi je pense
qu'on pourrait quand même améliorer la compréhension de la logique qui est derrière les interventions et donc même peut-être améliorer la réponse du public. Peut-être que je suis idéaliste, je ne sais pas. Alors, il me semble que du moment où on aborde, où on embrasse des approches pluralistes de causalité et d'évidence, ce qu'on fait, c'est essayer d'expliquer la complexité. Donc personne ne va contester le fait que les problèmes en santé publique, c'est des problèmes complexes, c'est que les Anglais aiment appeler les weak problems. Et en fait, souvent, quand on a affaire avec des problèmes complexes, l'idée, c'est qu'il faut réduire la complexité. Il faut vraiment l'aplatir parce que sinon, on ne sait pas comment s'y prendre. Et si je vais essayer un peu d'aller dans la direction opposée, c'est de dire que avec ce pluralisme causal et de l'évidence, ce qu'on va faire, c'est d'expliquer la complexité plutôt que de la réduire. Et donc, de commencer à se poser la question de quelle est effectivement la question causale qui est pertinente dans ce contexte, combien du que et du comment on a besoin et pour quelles raisons est-ce qu'on doit expliquer, est-ce qu'on doit prédire, quel type d'inférence on a à faire et donc pourquoi on a besoin par exemple de moins d'explications et plus de corrélations. C'est là qu'on va jouer un peu sur ce qui est requis. De nouveau, au lieu de prétendre que les experts ont la vérité en eux-mêmes, on pourrait faire un effort et d'expliquer pour autant que possible ce qu'il y a derrière les idées d'intervention, même au public, sachant que ce ne sont pas des experts, mais c'est quand même des gens qui ont une expérience en vécu et qui donc peuvent comprendre certains de ces éléments. Et finalement, quelles sont les valeurs que nous allons promouvoir si on met en place une intervention plutôt qu'une autre. Je vous donne juste deux petits exemples ici pour vous donner une idée de ce que j'ai en tête. Tout à l'heure, j'ai dit la métaphysique de la causalité est pertinente. Alors, si je suis réductionniste en termes de causalité et maladie, et je vous dis, les vraies causes, ce n'est que des causes biochimiques, qu'est-ce que je vais faire des facteurs sociaux? Or, on sait par exemple que l'obésité a des facteurs socio-économiques. Mais si je suis réductionniste, je vais faire semblant que je cible aussi les facteurs socio-économiques et finalement, je ne cible que les facteurs biochimiques. Je vais promouvoir, par exemple, des interventions qui relèvent toujours de l'individu et de ses choix. Et je ne vais jamais mettre en place des vraies interventions structurelles, par exemple sur l'industrie de l'alimentation, ou par exemple pour vraiment enchaîner des changements de comportement. Beaucoup de ce qui est fait au niveau européen pour l'obésité, on pourrait les critiquer parce que finalement, même s'ils disent on va cibler les facteurs socio-économiques, vous allez vraiment creuser les directives, ils reviennent toujours aux facteurs biochimiques. Ce n'est pas vrai qu'ils ciblent de manière véritable les facteurs socio-économiques. Donc, quelles sont les valeurs qu'on va promouvoir? Une forme d'individualisme, c'est moi les responsables finaux, et ce n'est pas l'industrie, par exemple, qui a une responsabilité. Je n'ai dit deux, mais évidemment, la question éthique est beaucoup plus complexe que ça. Même chose dans les contextes de la pandémie, très controversé. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait porter des masques? Là, comme je vis aux Pays-Bas, avec un fort individualisme, ma liberté de ne pas porter les masques, mais qu'est-ce qu'il en est d'une solidarité et d'une protection pour ceux qui sont moins forts et plus vulnérables. La question éthique se pose, donc vous allez dire, ça n'a rien à voir avec la causalité, ça a aussi à faire avec la causalité, parce que si la causalité passe aussi par des mécanismes socio-économiques, alors les portes du masque, c'est un vecteur. Et donc, ce que je vais promouvoir, si je dis il faudrait porter un masque, c'est aussi une manière de protéger les autres et donc de les admettre dans une vie sociale commune, plutôt que de leur dire c'est ton problème, tu restes chez toi et tu verras que ton exposition est minimisée. Donc vous voyez, pour moi,
La question philosophique conceptuelle de qu'est-ce qu'est la causalité n'est pas seulement une question abstraite, métaphysique, ou à la limite on va dire oui, ok, elle est reliée à la méthodologie, elle est fortement reliée à une dimension normative qu'on doit discuter explicitement. Et donc je viens à mes conclusions. La question philosophique sur la causalité, malgré la prédiction de Russell, est encore là, c'est tout à fait actuel, c'est pertinent. Et je dois dire, la philosophie des sciences a fait un effort de se rapprocher à la pratique des sciences et à des contextes de décision pour développer une conceptualisation qui soit utile à la pratique même. Il me semble que dans ces mouvements de se rapprocher à la pratique de la science et de la décision, des approches pluralistes peuvent effectivement aider. Non seulement parce qu'elles vont nous donner une idée plus fiable de ce qui se passe dans des contextes scientifiques différents, mais aussi parce que ces types de pluralisme peuvent effectivement nous aider pour mieux détailler on va dire la logique derrière les interventions. Et la logique derrière les interventions, c'est une logique causale. Et pour moi, cette logique causale doit être davantage expliquée par des formes de pluralisme. Et comme je l'ai dit, le but pour moi, ce n'est pas de réduire la complexité, mais vraiment de la rendre intelligible et de l'expliquer. Et sur ce, je conclus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.